Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir Sport FM chez vous. Comment vous portez-vous ? Vous faites bien de nous faire confiance. Continuez. Merci. Dingue de Sport parle cet après-midi de la CAN 2019 de football en Égypte. L'on est à 2 semaines de l'ouverture de la plus prestigieuse des compétitions continentales. On en parle. Emmanuel Macron a reçu les présidents de fédérations francophones hier en marge du congrès de la FIFA où Gianni Infantino a été réélu par acclamation. Nous en parlons. Neymar dans la tourmente avec cette affaire de viol. La star brésilienne, comme si cela ne suffisait pas, se blesse hier dans un match amical. Fini la Copa América. Dingue de Sport invite aujourd'hui Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com, Aristide Kouevidien, que vous connaissez parfaitement, Prosper Agbouklou est également en studio. Nous n'oublions pas de vous dire que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport, mise en onde Pélagie Mekoum, je suis Franck Nouniama. Aristide Kouevidien, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Jacques Pekemsi, merci d'être là. Oui, bonjour à tous. Prosper Agbouklou, on dit quoi, tout va bien? Par la grâce de Dieu. Très bien. Et là, on va commencer par parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines pile de l'ouverture de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Les Pharaons qui accueillent 24 pays, sinon 23, en plus d'eux-mêmes, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce sera une première avec un tel nombre de sélections. Ça veut dire que plus de matchs, plus, on va dire, d'ambiance. Et là, on va se mettre là-dedans tout de suite. Et ça commence aujourd'hui jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Radio Sport FM en mode Cannes. Aujourd'hui, on est à 2 semaines de l'ouverture de cette compétition. Jacques Pekemsi, que retenez-vous? L'Égypte, visiblement, est prête. Le président de la fédération a dit que oui, désormais, c'est fait. Tous les pays qui viennent sont accueillis comme chez eux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté à craindre. Le président Abdel Sisi Al-Fattah a dit également que ces pays-là sont à la maison. Voilà, pour commencer par dire que tout est fait prêt du côté de l'Égypte. Oui, en termes d'infrastructure, je crois qu'il n'y a plus à douter. Les stades sont déjà bien prêts. Les hôtels, tout est presque déjà réservé parce que ce n'est pas maintenant que les délégations vont commencer par négocier les places dans les hôtels et tout cela. Et je crois que dans les discours, vous sentez qu'ils sont en campagne. Il faut rassurer les visiteurs, il faut rassurer les touristes, il faut rassurer les supporters et surtout les délégations officielles parce que c'est assez important. Et je crois qu'il n'y a pas de doute sauf quand on pense un peu à l'instabilité un peu de ce pays. Mais je crois que les moyens sont en train d'être mis pour pouvoir rassurer tout le monde, surtout quand on voit les effectifs en termes de forces de l'ordre qui sont en train d'être déployés à des lieux assez stratégiques. On se rend compte quand même que l'organisation est prise au sérieux et c'est normal parce que l'Égypte doit à tout prix répondre à ce grand rendez-vous. Pour avoir été sollicité à la dernière minute, il faudrait quand même être à la hauteur. Je crois que c'est assez important. Et surtout, nous attendons quand même du spectacle, du bon jeu. C'est vrai qu'on a beaucoup de pays. Et quand on dit beaucoup de pays, il y a le bon côté, le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'il y aura beaucoup de matchs. Maintenant, est-ce que dans le contenu, il y aura également du spectacle partout? Je ne crois pas trop, mais l'essentiel, c'est qu'on ira quand même à une fête continentale. On va espérer que tout se passe de la meilleure des manières. C'est surtout cela le vœu de tout le monde. Oui, Aristide Kouevidien beaucoup parle de fête, d'une ambiance, on va dire, comme toujours, lors des rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais vous savez également que c'est la première fois que cette compétition va être jouée en juin. Avant, c'était janvier-février. Maintenant, c'est juin-juillet. Au moment où les joueurs sont en fin de saison, ont bouclé tout avec leur club. Beaucoup craignent que les joueurs n'arrivent un peu éreintés à cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous pensez la même chose? Bon, pas forcément, parce que vous savez que... Sur le plan physique, ça va tenir? Bon, vous savez, il y a beaucoup de paramètres. On ne va pas s'en tenir seulement au plan physique parce que vous savez que
lors de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, d'ailleurs, se joue souvent en juillet. En juillet, l'année dernière, vous vous rappelez, on a suivi de près cette Coupe du Monde de football. Les joueurs, la plupart du temps, se sont donnés dans leur club et on a senti au début de la compétition cette hésitation-là et cette fatigue-là de la part donc, de beaucoup de joueurs. C'est vrai qu'il arrive ou il arrivera qu'on aille peut-être, disons, à un pressing, disons, dès le début de la compétition parce qu'il y en a forcément qui ne seront pas au point pour pouvoir débuter la rencontre ou les rencontres de cette Coupe d'Afrique des Nations dans de très bonnes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des joueurs qui se sont donnés tout au long de la saison dans leur club qui physiquement vont sentir la fatigue. Mais puisque c'est une compétition, je ne pense pas vraiment qu'au niveau des nations, on va devoir observer, disons, quelques temps pour pouvoir mieux se préparer. C'est pour ça, par exemple, on est en train de faire des stages pour le moment. C'est-à-dire que ces stages-là vont permettre à ces joueurs-là d'être toujours dans le bain, d'être toujours de récupérer et tout. Donc, je pense quand même que c'est une très bonne chose de ces stages-là. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart des nations veulent négocier des matchs amicaux parce que cela permettra à ces joueurs-là d'entrer dans la compétition de la plus belle des manières. Sinon, dire quand même que oui, les joueurs sont fatigués, oui, ça arrive, mais je ne pense pas que ça peut être, disons, un élément capital qui puisse déstabiliser la plupart des équipes. Tout compte fait, comme dans les travées des stades ou devant les écrans de téléviseurs, vous savez que les cœurs des Africains, et particulièrement de nous, les Togolais, balanceront encore une fois entre certaines nations les plus indiquées, comme le Cameroun, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, à soulever une nouvelle fois le trophée, et de celui le Ghana, pourquoi pas. Le Ghana, évidemment, pourquoi pas. Et de celui outsider comme le Bénin ou encore le Burundi, prêt à bouleverser la hiérarchie. Donc, je pense évidemment qu'il y aura du spectacle, il y aura évidemment de l'ambiance pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en été et également pour une première fois à 24 équipes. Oui, Prosper Agboklou, oui. Le Bénin qui a d'ailleurs élu domicile au Maroc, dans un bel endroit, hein. C'est magnifique. Ils ont bien choisi le lieu, piscine, tout ce qu'il faut pour bien préparer une Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Togo qui devrait faire ça, mais non. Voilà. Prosper Agboklou, par exemple, lorsqu'on prend certains groupes, il y a des nouveaux venus, comme dans le groupe B, par exemple, il y a Madagascar et Burundi, aux côtés des habitués comme le Nigeria et la Guinée. Et ces nouveaux venus-là, qu'est-ce qu'ils ont à donner? Oui, tout simplement, ça montre une toute autre visage du football africain, un renouvellement des valeurs, on peut le dire ainsi, parce que à 24, Ahmad a voulu laisser donner la chance à ceux qui n'ont jamais la chance de participer à 16. On est parti d'un certain nombre, 6, à 8, à 12 et puis à 16. Jamais ces équipes-là, ces pays-là n'ont eu la chance donc de participer à la fête continentale. Bon, maintenant, à 24, le Madagascar est venu, le Burundi a pris son chemin, la Mauritanie également est rentrée dans la danse. C'est des nouveaux venus qui, eux aussi, ne viendront pas en victimes expiatoires. Ils sont là pour compétir. S'ils sont sortis des groupes difficiles, le Madagascar a joué dans le groupe du Sénégal. Vous voyez à peu près la Mauritanie avec la Guinée et les autres. Donc, je crois que ces équipes-là ont beaucoup de choses à monter parce qu'eux, ils viennent sans pression. Ils seront là sans pression. C'est les mastodontes sur lesquels souvent comme on appelle le titre de favori est accordé, qui ont souvent la pression. Donc ces petits poussés-là, ils viendront sûrement pour pouvoir, je dirais, mener la vie dure aux mastodontes. Pourquoi pas se hisser? Surtout que cette fois-ci, les quarts de finale, même plutôt arriver en 8e de finale, vous pouvez être un meilleur 3e. Donc là-dessus, je crois qu'ils ont leur chance à jouer. Maintenant, le Nigeria, la Guinée, c'est des habitués de la compétition, mais ils doivent faire attention, extrêmement attention, pour pouvoir aller. Et puis, pour parler même du temps choisi, pour cette compétition, je crois que au niveau donc de la propension physique des joueurs, je crois que c'est une bonne chose. Aristide l'a dit, la Coupe du Monde se joue toujours en fin de saison. Et ça a permis
quand même de voir de très bons. Et moi, je crois que c'est une bonne idée que de jouer cette compétition en ce moment-là, parce que à partir de cet instant, il y a un grand nombre. Donc, vous savez que les aficionados de football aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves, d'apprenants qui y participent, qui sont, comme on appelle, dans l'ambiance. Maintenant, on est pratiquement dans les vacances. Et ça permet aux garçons, aux aficionados donc de pouvoir s'accrocher à leur téléviseur pour pouvoir regarder au lieu de jouer en janvier comme l'avait fait Issa Yatou à l'époque. Bien, voilà la Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce. Jacques, qui est favori? Qui est le potentiel favori selon vous? C'est une grosse question. Je crois que... c'est difficile. C'est difficile. Déjà, il y a plusieurs paramètres qui permettent de dire que c'est difficile. Le premier paramètre, c'est que on n'a pas de grandes stars aujourd'hui comme cela dans plusieurs sélections. Aujourd'hui, quand on peut parler d'Égypte. L'Égypte, il y a combien de stars? Il y a Mohamed Salah et puis le reste. Bon. Est-ce qu'il faut avoir les stars pour gagner la Coupe d'Afrique? La Zambie a donné l'exemple en 2012. C'est un exemple. Et après la Zambie, quelle sélection ont suivi de cette manière? C'est peut-être... le Cameroun de l'année... le Cameroun, il y avait quand même des joueurs intéressants. L'équipe était bien. Il y avait Bassogog. L'équipe était quand même homogène. Et je crois qu'aujourd'hui, pour cette compétition, on peut compter. C'est bien sur l'Égypte. On peut compter également sur le Sénégal. Et ne pas oublier les qualités du Cameroun qui peut quand même revenir pour défendre ses couleurs. Mais moi, je reste quand même parmi ceux qui pensent que le Nigeria également peut faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, le reste, tout est ouvert, comme on le dit, parce que nos joueurs ne rêvent que de cela. Et je crois que la période est idéale pour permettre à certains joueurs de s'illustrer. Ils ont tout terminé, ils n'ont plus la pression de la saison, ils n'ont plus quelque chose à jouer pour d'ici quelques semaines. Et je crois qu'ils vont se concentrer totalement pour cette compétition, et surtout que nous savons quand même que c'est une pression assez importante quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'abord avec fierté qu'ils vont y aller, mais comme je le dis, on risque de retrouver la Mauritanie, le Burundi ou le Madagascar au second tour. Voilà pourquoi je dis que ça va être assez difficile. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle, et que les stars qu'on voit depuis quelques mois s'illustrer sur le continent européen viennent également le traduire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, ce serait un rendez-vous manqué. Il faudrait que Mohamed Salah puisse répondre. Il faudrait que Sadio Mané puisse répondre. Il faudrait également que d'autres joueurs qui étaient un peu dans l'ombre tout au long de la saison puissent réussir à se révéler, parce que c'est ce qui leur permettra mieux de se vendre, parce que le mercato, c'est dans quelques semaines, et ça leur permettra de jouer leur avenir. En tout cas, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mêmes joueurs autour d'eux qu'en club, et souvent, c'est difficile. Favori, rapidement pour vous. Vous voyez une sélection déjà, vous? Non, mais moi, je pense que le Sénégal a quand même un avantage de remporter pour la première fois de son histoire cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est un collectif beaucoup disent solide. que c'est une malédiction pour eux, au vu de tout ce qu'ils produisent comme joueurs. Ils n'ont jamais gagné la CAN. Oui, mais je pense que cette année sera peut-être la bonne. C'est vrai. Oui, on a dit ça en 2017. Oui, mais une fois n'est pas coutume. Je pense quand même que cette fois-ci serait quand même la bonne, parce qu'ils ont un collectif assez solide qui arrive déjà à maturité. Des joueurs qui ont fait de très belles saisons, qui ont réalisé de très belles saisons avec leur club. Quand vous prenez par exemple Kalidou Koulibaly de Naples, il a fait une très bonne saison aujourd'hui avec son club. Quand vous prenez Sékou Kouyaté ou encore le vainqueur de la Ligue des Champions, Sadio Mané et Keita Baldé avec l'Inter. Avec l'Inter, Mbaye Niang aujourd'hui qui a été meilleur buteur de la Super League turque, et aujourd'hui qui a fait une très belle saison avec le Fenerbahçe. Ça veut dire tout simplement que c'est des joueurs qui sont matures et qui savent ce qui les attend lors de cette Donc le Sénégal pour vous. Bien. Prosper, vous avez quelle sélection en tête et qui peut batailler pour gagner cette compétition? Oui, le Sénégal, je compte sérieusement sur le Sénégal, parce que ayant accumulé un certain nombre de potentialités avec des joueurs très aguerris. Maintenant, la malédiction dont tu parlais tout à l'heure a été toujours le ventre mou qui accompagne cette équipe. Maintenant, il va falloir marcher réellement sur le bonheur. Maintenant, l'Égypte jouant à domicile, on se rappelle que les pharaons, à chaque fois qu'ils organisent la compétition,
La dernière en date, c'était, je crois, en 1986, ils l'ont gagné. En 2006, ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné. Oui. Ils ont gagné en 2008 aussi au Ghana. Vous parlez des Pharaons, non? Oui, bien sûr. Donc, ils ont été triple champions d'Afrique, 2006, 2008, 2010. Voilà. Donc, ils sont quand même dans leur fief, dans leur jardin. Ils ont plus de chances quand même de pouvoir aller de l'avant avec un public chaud bouillant. Donc, les Pharaons pour vous. Et le Sénégal. Le Sénégal. Oui, moi, j'imagine une finale Sénégal. Alors, on verra bien ce que ça donne d'ici 2 semaines pour l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, Égypte 2019. Et l'on parle du congrès de la FIFA où Gianni Infantino est réélu par acclamation. Il n'y a pas de problème. Il était seul candidat d'ailleurs. Les lobbying, et puis il a tout fait pour brouiller les pistes de ses potentiels challengers, de ses potentiels opposants. Donc à l'arrivée, il était seul pour cette élection et il a été réélu par acclamation. Nous allons écouter Gianni Infantino. En 3 ans, 4 ans, cette organisation est passée de toxique ou presque criminelle à une organisation devenue ce qu'elle devait être. Une organisation qui développe le football. Et voilà, Gianni Infantino, au sortir de ce congrès surpris, en lui, il y a 4 ans, il y avait tellement de choses autour de la présidence de la FIFA avec la corruption qui a emporté Sepp Blatter, qui a emporté le secrétaire général Jérôme Valk, et puis d'autres personnes. Et aujourd'hui, l'ancien secrétaire général de l'UEFA, bien critiqué à quelques jours de l'élection par Platini, Michel Platini, son patron d'antan, mais il n'en est rien. Il est passé par acclamation. Oui, on n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas surpris parce que du moment où il n'y avait rien en face, forcément que même si c'est 2 personnes qui applaudissent, on dira que c'est toujours acclamation. Donc, dans tous les cas, il faut quand même remarquer que la maison s'assainit de plus en plus, même si jusqu'à présent, il y a encore des choses à redire. Mais il faut quand même remarquer, puisqu'il n'y a pas de prétendant, Gianni a tout fait pour faire sa campagne depuis plusieurs mois. Quand il faisait ses tournées, on savait déjà que c'était la campagne qui était en cours. Des promesses ont été faites et quand on dit promesses, vous êtes obligé d'attendre pour voir si cela va se traduire dans les actions et tout cela. Maintenant, tous ceux qui ont acclamé pour Gianni, on verra ce qui sera fait pour la suite, les promesses et tout cela. Mais j'espère que ce sera pas quand même une déception pour ce mandat parce que en tout cas, on attendait sur certaines choses quand on parle de corruption et tout cela. Jusqu'à présent, Infantino s'est montré intransigeant sur certaines choses. On verra ce qu'il en sera, mais comme je dis, il n'y avait rien en face, donc il ne pouvait que passer. Prosper, c'est bien pour lui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, le football africain surtout? Oui, depuis son arrivée, il y a de cela 3 ans, pratiquement... qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des changements par rapport à la volonté de Madame Had, qui est son homme de main également, au changement des dates, des éliminatoires en Afrique, la compétition qui a changé probablement de date et de site comme il n'était pas prévu à l'avance. On a vu, il a émis l'idée de jouer la Coupe du Monde à 48 pour permettre à ce que l'Afrique puisse connaître encore un peu plus d'essor. Il a parlé donc des financements des fédérations, beaucoup plus donc d'acuité sur les fonds alloués de la FIFA alloués aux fédérations, sauf si ce que je ne sais pas si au cours de ce congrès, est-ce qu'on a parlé donc de la gestion des fédérations en Afrique surtout. Et surtout parce qu'au Togo, on n'a jamais vu les traces des comptes. On a toujours dit que la fédération a le devoir envers ses membres. On l'a beaucoup martelé ici. On nous a dit que c'est faux, qu'on doit rendre compte. Mais depuis, on n'a jamais vu rien passer. Bon, donc, au niveau de Gianni Infantino, il a fait un certain nombre de promesses sur lesquelles il a été voté. Il pense être là pour 3 mandats, je crois à l'époque il avait dit. On attend de voir, il n'en est qu'au premier.
le chantier continue. Il a promis un certain nombre donc de chantiers en Afrique. Et ça continue donc d'être fait. On ne peut pas le juger en tant que tel sur tout ce qu'il a fait parce qu'il y a peu de temps pour pouvoir le juger exactement. On attend la fin pour voir. Maintenant, il va falloir que lui aussi essaie, comme il a dit que la FIFA était pratiquement une porcherie avant son arrivée. Il va falloir que lui le fasse, donc fasse que cette FIFA-là soit réellement un véritable, comme on appelle... une institution qui développe le football et qui aide les fédérations les plus pauvres. Voilà. C'est ça la mission de la FIFA. Que le football se développe réellement en Afrique, que la chance, qu'il donne aussi la chance à l'Afrique de pouvoir émerger. Bien. Aristide Covidien, en marge de ce congrès, on sait que la délégation a été reçue par Emmanuel Macron, le nouveau président réélu de la FIFA. Gianni Infantino a été reçu par Emmanuel Macron dans la foulée. Une cellule de l'Élysée a reçu les présidents francophones, dont fait partie le président Akpovi. Oui, il n'a pas été reçu par Macron. Donc voilà, on a discuté d'un projet, un projet que doit soutenir l'Agence française de développement. Voilà, donc, de quoi s'agit-il? Il était chez Emmanuel Macron. Il n'a pas été reçu par Emmanuel Macron. Il était à l'Élysée, tout le monde sait ça. Voilà, il y a une nuance quand même. Oui. Ça veut dire qu'ils ont... ils étaient là, ils y étaient tous, les présidents francophones, y compris le président ivoirien Sidi Diallo, pour quand même discuter lors de l'escale du président Infantino du projet de centre international de football féminin. Je pense évidemment que c'est déjà une très bonne chose. Parce que pour l'image même de la personne du président, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, les présidents qui sont passés, je ne sais pas combien de fois ils ont eu la chance, par exemple, de rencontrer le président de la FIFA. Je ne sais pas combien de fois ils ont eu la chance d'accompagner le président de la FIFA lors donc de ces voyages. Je pense quand même que c'est un homme chanceux, même si on dira que dans l'immédiat, qu'est-ce que ça apporte au Togo? Je pense évidemment que le simple fait que le Togo ait la chance d'abriter, n'est-ce pas, ce prochain centre international de football féminin est une très bonne chose. Mais ce que nous savons également, c'est que ce travail a commencé depuis plusieurs mois. Vous savez que Infantino, dans le cadre du projet Forward, était déjà passé à Lomé pour une explication par rapport à ça. Il était à Cotonou et il était passé par ici avant d'y aller. Il a rencontré le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et je pense évidemment qu'il y a eu des discussions dans ce sens. Bon, on ne va pas mettre la charrue devant les bœufs parce que je sais que c'est un projet, disons, d'un Français soutenu par le chef de l'État et donc que l'Agence française de développement a voulu accompagner. Et donc, moi, ce qui m'a surpris, on n'a pas choisi la Côte d'Ivoire parce qu'en réalité, en termes d'infrastructure, en termes de développement de football et tout ça, je pense qu'il y a le Sénégal, il y a en Afrique de l'Ouest, il y a évidemment le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire et autres, le Burkina, mais c'est le Togo qui a été choisi pour abriter ce centre. Je pense quand même que c'est une très bonne chose. On verra ce que ça va donner dans les prochains mois parce qu'il y a déjà, à partir du 12 juin, une délégation de l'Agence française de développement qui sera à Lomé pour discuter avec les plus haute autorité du pays par rapport à l'installation ou à la création de ce centre-là. Oui, Jacques Pekemsi. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, en tout cas pour le Togo, même s'il ne faudrait pas, comme Aristide l'a dit, il ne faudrait pas commencer par danser alors que la réalité, on la verra, on verra la concrétisation du projet, mais il faut quand même se dire que ce sera peut-être un coup de pouce pour notre football féminin. On ne peut pas avoir un centre sur le plan local et ne plus avoir de championnat, ne plus avoir de compétition. Ce sera également un levier assez important pour nos jeunes filles qui veulent rêver également briller dans cette discipline, mais il faut pas penser que ce seront seulement les Togolaises qui seront dans ce centre et penser que ce sera la nouvelle génération des Adebayor d'âme. Je crois qu'il faut qu'on puisse profiter de ce choix parce que moi je crois que si le Togo a été choisi, c'est peut-être parce que
le Togo a une place stratégique dans la sous-région en termes de position géographique. Mais si vous avez autant d'acquis, il faut en profiter parce qu'un beau matin, si ça ne marche pas, on risque de vous retirer ce centre pour l'installer ailleurs. L'essentiel pour nous, c'est de garantir son existence ici et que toutes les autorités fassent de sorte que le projet soit concret. Prosper Agbouklou, oui, le Togo peut commencer par applaudir ou bien il faut pas encore applaudir? Bon, il faut attendre. Ah, il faut attendre? Oui. Il faut applaudir un peu. Attendre. Il faut attendre. Moi, je crois que la réalisation du projet en valait la peine parce que, vous savez, entre-temps, il y a eu des premières pierres qui ont été posées. Oui, oui. Celle concernant la pause, concernant la salle. La salle de sport. Oui, voilà. En novembre, je pense, 2007. Ça fait quand même 12 ans. On n'a pas vu... Voilà, grandir, sortir les murs. Ouais. Donc, moi, je crois que sans être un Saint Thomas, on attend de voir que les choses poussent parce que pour moi, l'érection donc de l'immeuble, la fait des centres, c'est une chose. À quoi cela servirait en est une autre. Maintenant, il va falloir, au même moment qu'on est en train de mettre en place ces structures, savoir ce qu'on devait en faire et ne pas attendre à ce que le moment arrive ou qu'on le finisse ou bien on l'achève avant de pouvoir penser à cela. Donc, pour moi, j'attends de voir que ça arrive et que nous nous avisons. Vraiment, vivement que ça se mette en place, ce projet-là. Et l'on va continuer rapidement avec cette affaire Neymar. Et depuis, on va dire, quelques jours, le vice-président de la fédération brésilienne, sinon de la Confédération brésilienne de football, n'était pas d'accord quant à une participation de la star du Paris Saint-Germain à la Copa América. Il l'a dit clairement. Et après, c'est comme s'il a été entendu dans un match amical, le joueur se blesse. Bon, on va écouter d'abord le vice-président Francisco Novelotto. Il n'aura pas la tête à la compétition. Il serait bien pour lui et pour la fédération qu'il ne joue pas. Il n'a pas la force psychologique pour faire face à la pression et à un bataillon de journalistes. Il ne pourra pas jouer au niveau qui est le sien. À la Coupe du Monde, il n'a pas tenu ses promesses. Alors imaginez la pression, le poids sur ses épaules. Si Neymar ne vient pas, tout le monde serait gagnant. Et voilà donc le vice-président de la Confédération brésilienne de football ou bien de la Fédération brésilienne de football, Francisco Novelotto. Pour lui, cette affaire de viol a troublé carrément la préparation de la star brésilienne par rapport à la Copa América qui a lieu chez eux-mêmes, à partir du 14, le Brésil est vraiment attendu puisque ça fait un bon bout de temps. La Seleção n'a plus gagné cette compétition et finalement hier, le joueur se blesse dans un match amical alors qu'il était soutenu par le président de la fédération et le président de la République, Jair Bolsonaro. Il y a trop de problèmes autour de ce joueur-là finalement. Oui, j'ai du mal à comprendre la gestion de certaines choses du côté de Neymar. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qui sont ces personnes qui l'entourent parce qu'à un certain moment, il faut qu'ils puissent le recadrer, il faut qu'ils puissent le contrôler. C'est vrai que sur le fait du viol et tout cela, je crois que c'est un vrai malchanceux. Sinon, des joueurs, on sait que les joueurs sont habitués à ces faits. Faire voyager les filles d'une telle ville à une autre, c'est courant. Mais sur tout ce qui s'est passé, je crois que c'est un malchanceux. Et dans la vidéo qu'il a publiée, on se rend compte que psychologiquement, il a été affecté. Voilà pourquoi je suis d'accord avec la déclaration qu'on a suivie. C'est-à-dire que quand un joueur est à quelques jours d'une compétition aussi relevée et psychologiquement il est atteint, il est dans une bataille juridique pour pouvoir se défendre et tout cela, je crois que
ce sera pas possible pour lui d'être au rendez-vous. Surtout que c'est face à ses supporters, il y aura le public, c'est vrai, mais il y aura surtout les vraies questions des journalistes. Et il sera à un certain moment obligé de répondre. Et quand vous répondez, forcément, vous ouvrez des brèches, vous ouvrez d'autres choses et vous créez encore plus de polémiques. Vous savez que après la publication de sa vidéo, la police est encore revenue pour le poursuivre. Oui, le joueur doit être écouté d'ailleurs ce vendredi. Vous imaginez tout cela? Et à un certain moment, il faut comprendre que sa préparation est complètement sapée. Il y avait déjà une première visite au camp de regroupement du Brésil où Neymar n'était même pas là. Et à son retour, on lui dit qu'il doit se présenter à la police et tout cela le lendemain. Je crois que tout cela n'est pas de nature à lui permettre de mieux se préparer. Surtout qu'on sait que cette saison n'a pas été quand même intéressante pour lui en club. Donc, ce serait peut-être assez difficile pour lui de pouvoir relever la tête. Moi, je crois que c'est logique et en tout cas, le soir, on a décidé logiquement, puisque face au Qatar, il s'est blessé. C'est aussi cela. Je crois que Dieu a choisi le moment pour lui. C'est une blessure simulée? Je ne pense pas. Pensez pas. Moi, j'ai vu la vidéo de la situation où il s'est blessé. Ce n'est pas simulé. Je crois que c'est une vraie blessure et il n'y a pas de. Ce n'est pas du cinéma. On sait que Neymar est habitué au cinéma, mais sur certaines choses, quand on connaît le standing de Neymar, on ne peut pas quand même l'imaginer. Rapidement abandonné face à tout cela. Je crois que c'est parce qu'il est blessé. Sinon, il allait faire forcing pour participer. En tout cas, Francisco Noveloto va applaudir puisqu'il souhaitait que Neymar ne participe pas à la Copa América. D'autres anciens joueurs de la Seleção étaient également sur la même position, même si le président de la République, Jair Bolsonaro, disait « Oui, c'est un enfant. Ce soir, je suis avec toi et je te crois. » Voilà. Et la situation est tellement compliquée, surtout après les premières révélations de la plaignante Najida qui disait oui, ils se sont mis d'accord sur un fait. Après, il n'a pas respecté, donc elle estime que c'est un viol. Et parfois, on a comme l'impression que c'est des dames, excusez-moi les dames, c'est des dames qui choisissent une situation pour pouvoir apparaître. On voit un peu la situation de Catherine Mayorga qui avait accusé Cristiano Ronaldo en septembre dernier et qui vient de retirer sa plainte. Mais tout cela, mais on se dit que après tout, il n'y a rien derrière. Non, vous savez, ils sont dans un pôle qui les avantage. Ça, c'est monnaie courante en Afrique. Ça se passe souvent. Mais on sait qu'au Brésil aussi, toutes les 11 secondes, une femme est violée. Donc, il n'y a pas de lumière là-dessus. Bon, maintenant, Neymar est une star. Ronaldo est une star. Et vous savez, il y a un homme qui disait à sa fille qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas vous faire la cour que vous refusez. Et que chez lui, si il a la maison, qu'il voit le président de la République déboucher dans sa maison, il va courir pour chercher la fille même. Donc, vous savez, faire le lit avec Neymar ou Ronaldo ou Messi, ces grands hommes-là, je crois que ça fait. Mais vous savez, ça fait le buzz. Le buzz, oui. Vous êtes à la rampe donc, de l'information. Tout le monde parle de vous et ça peut même faire monter votre cote. Bon, avec eux, ils se font une publicité. Mais vous savez, moralement, pour un joueur de ce niveau, je crois que ce n'est pas bonne presse. Et si l'autre, M. Voluto, vous l'appelez oui, Francisco Venoloto. Venoloto refuse. C'est juste pour ne pas jeter de l'opprobre sur la compétition. Parce que ce serait un sujet, un buzz. Ça ferait quand même du buzz là, au Brésil, lors de la compétition. Et vous savez, les journalistes, ils peuvent donc se servir donc de ce plateau-là pour pouvoir peut-être, je dirais, noircir un tant soit peu l'image donc de l'équipe du Brésil même. Donc vous savez, ceux-là ont tellement qu'on appelle l'idée à l'honneur.
que ces images qui peuvent circuler de long en large, pourquoi choisir ce moment juste pour pouvoir déclencher cette affaire-là? Donc je crois quand même que derrière, vous allez voir quand même qu'il y a des lobbies derrière qui peuvent aussi pousser cette fille-là, et après on en sera là. Donc Neymar sûrement aura la tête ailleurs et ne peut pas se concentrer. Mais moi je crois que c'est un constat. Depuis que Neymar a quitté Barcelone, je crois que sa vie a basculé et on a l'impression que Paris est une ville de voyous, hein, excusez-moi, où tout se passe, alors qu'à Barcelone, il était peut-être, à mon avis, un peu plus... Oui, il n'a pas le plein pouvoir à Barcelone parce qu'il y a Lionel Messi qui est le patron, mais au Paris Saint-Germain, c'est lui le patron finalement. Oui, s'il se blesse, tout le club se plie derrière lui. Mais voilà, je parlais de 11 secondes, c'est 11 minutes. Il y a une femme qui est violée au Brésil. Tout ça, c'est un acte criminel à proscrire, on va dire. C'est carton rouge hein, à ceux qui s'adonnent à ça. Ces hommes-là sont faibles. Hein. Voilà, c'est le plus mauvais, on va dire, des actes à poser. En tout cas, Aristide Quevilien, ces blessures répétitives par rapport à la star brésilienne, eh bien, il vient de se retrouver il y a pas longtemps. Il se blesse à nouveau avec tous ces problèmes. C'est une question qui divise aujourd'hui le Brésil et même sa famille. Son père a même dit l'expérience ne se transmet pas. Si à ce niveau, on ne peut pas mesurer là où on pose les pieds et comprendre que c'est un piège, là, j'abandonne. Il parle à son fils. C'est-à-dire que c'est une question qui divise même la famille de Neymar et vraiment, il est dans la tourmente. Oui, vous savez, on peut toujours supporter quelqu'un, mais arrivé à un certain niveau, lorsqu'on se rend compte, par exemple, que bon, il ne faut pas quand même, comme on le dit, soutenir parce qu'il faut soutenir. Là, par exemple, c'est que le papa prend conscience parce qu'il sait pertinemment que bon, ce qu'on est en train de reprocher à son fils, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Maintenant, jusqu'à preuve de contraire, puisque les enquêtes n'ont pas encore révélé si vraiment il est coupable ou pas, il y a aussi la présomption d'innocence. Et donc, à cela, moi, je pense quand même qu'il peut être piégé. Mais quand on est star, surtout star de football, il faut faire extrêmement attention. Même sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme la façon dont on demande aux journalistes d'être journalistes, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les antennes. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur WhatsApp ou vous êtes sur Facebook, que vous devez vous comporter d'une certaine façon. Vous devez écrire des choses, vous devez échanger avec des jeunes filles, etc., croyant peut-être que vous n'êtes pas sur une antenne ou vous n'êtes pas à la télévision. Donc, je pense évidemment que c'est la même chose. Hein. C'est valable pour les stars de football. Après la Seleção brésilienne, après la Seleção portugaise, maintenant, c'est la Seleção brésilienne. Entre-temps, c'était avec Cristiano Ronaldo, vous l'aviez dit, avec le Portugal. Aujourd'hui, c'est Neymar avec le Brésil. Eh bien, je pense quand même que ça doit attirer l'attention des autres stars du football africain ou du football mondial à être vraiment ou à être à prendre leur garde et surtout à faire extrêmement attention. Je vous ai dit que dans ce football moderne aujourd'hui, moi j'ai toujours apprécié un joueur. Il s'agit d'un joueur africain, un joueur égyptien qui n'est autre que Mo Salah. Mo Salah a vu jouer toutes ces stars. Mo Salah a pris le temps, par exemple, d'apprendre. Il est très discret. Ce n'est pas, vous n'allez pas entendre, par exemple, parler de lui qu'il a violé telle personne ou... Vous n'allez jamais entendre parler de ça. Je crois que c'est un modèle qui doit servir d'exemple aussi bien pour les joueurs africains que pour les joueurs européens. Voilà. Et il faut noter également que ce vendredi sera le début de la Coupe du Monde des Dames en France. C'est du 7 juin au 7 juillet. Et le match d'ouverture va opposer la France à la Corée du Sud. Et nous parlons basket avec le tournoi international des anciens basketteurs d'Afrique qui a lieu ce week-end à Lomé, au stade municipal terrain de basketball, Tiaba 2019. Et tout de suite, on va écouter le président du comité d'organisation, Tony Dalmeida. L'organisation est à 80% prête. Les équipes qui ont confirmé sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Congo et le Togo. On aura en tout 7 équipes chez les dames et puis 6 chez les hommes.
Le tournoi se déroulera en groupe, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Le Togo chez les dames, qui est l'ancien vainqueur du dernier tournoi Tiaba, sera tête de série, et le Congo, qui était finaliste, aussi sera tête de série dans le deuxième groupe. Chez les hommes, le Togo, pays organisateur, sera tête de série, puis le deuxième sera sûrement le Nigeria pour les performances au niveau de l'Afrique. Donc toutes les équipes de chaque groupe vont s'affronter. Nous avons choisi un thème pendant ce tournoi, c'est celui relatif à la protection de notre planète. Nous devons tout faire en sorte que nous ne détruisons pas notre planète et que nous laissons à nos générations futures un environnement sain dans lequel ils puissent se développer, vivre et avoir le moins de maladies possible. Éviter aussi que les catastrophes naturelles ne se multiplient telles que c'est annoncé pour les années à venir. Tony Dalmeda, président du comité d'organisation du Tiaba 2019. Derrière lui, une membre de la commission média, Madame Sodi, que je vous propose d'écouter. Nous invitons le public togolais à se déplacer massivement pour venir assister à ce tournoi. Et j'espère qu'ils le feront comme ils le font pour le foot et qu'ils seront nombreux à venir applaudir, surtout nous les autochtones et les autres équipes aussi. Madame Sodi de la commission média, des propos recueillis par Angelo Folikou et alors Jacques Pekemsi, une telle initiative de pouvoir regrouper les anciens basketteurs d'Afrique dans un tournoi sans enjeu, mais placé sous le thème de la protection de l'environnement d'abord. Oui, comment analysez-vous tout ça? Moi, je crois que déjà, quand on parle d'une compétition, quelle que soit la discipline, c'est une bonne chose. Ça permet de faire vivre la discipline et surtout, quand on dit que cela regroupe surtout les anciennes gloires, je crois que c'est assez important. Ça permet à la nouvelle génération de pouvoir s'inspirer, de pouvoir rêver, peut-être faire mieux que ces anciennes gloires. Je crois que c'est assez important. Il faudrait qu'on puisse faire le déplacement pour voir. Peut-être il y a des expériences que des gens ont eues tout au long de leur parcours. Il y a des histoires assez uniques qu'on peut découvrir en allant à ces rencontres et tout cela. Et je crois que c'est assez important. C'est un rendez-vous de découverte ou de partage, que la nouvelle génération puisse se déplacer, parce que oui, des fois on a envie d'embrasser une discipline, des fois on a envie d'exceller dans une discipline, mais c'est comme si on se lève le matin et puis on y va comme ça et puis c'est terminé. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait cette route, qui ont déjà eu des expériences et qui peuvent vous transmettre le flambeau si seulement vous vous ouvrez. Je crois que si nous tous on s'ouvre et on se permet d'être assez humble, on réussira à bénéficier de ces expériences. Voilà pourquoi j'invite les jeunes basketteurs et tout le monde, tous les amoureux de ce sport à pouvoir faire le déplacement. Oui, c'est sur notre territoire et il faut en profiter. Oui, Prosper, que dites-vous? On va aller à Non, c'est une bonne initiative. Elle est là. Il faut promouvoir tous les sports. Parce que la dame de la communication l'a dit tout à l'heure, le football a pris une telle place que les autres disciplines sont complètement mangées. Elle incite les gens à venir. Maintenant, il va falloir produire du spectacle. Il faut que, en ce sens, dans cette discipline-là, qu'on ait vraiment des vedettes qui viennent donc produire du spectacle pour attirer donc les gens vers eux. Donc, je crois que, comme les autres aussi, je lance un appel vibrant au public sportif de se déplacer, justement pour aller encourager les équipes togolaises. Voilà, Aristide Kouévidien, oui, vous pensez qu'une telle, on va dire, initiative, un tel tournoi peut quand même permettre aux jeunes de pouvoir se poser des questions, de se régénérer, de voir quand même qu'il y a eu des stars entre griffes par le passé. Un tel tournoi peut les revigorer? Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, il faut quand même dire que ça permettra même aux vieilles gloires de se retrouver et de cultiver une certaine fraternité, parce que vous savez que ça soit le basketball ou le football, c'est des disciplines en tout cas qui regroupent des personnes issues de plusieurs familles, de divers corps professionnels et qui visiblement ne sont plus ensemble
compte tenu d'un certain nombre de paramètres. Donc, je pense que le fait, par exemple, de se regrouper pendant 2 jours, les 8 et 9, permettra évidemment à ces vieilles gloires de se retrouver et de partager également leur expérience. Oui, qu'est-ce que telle ou telle personne est devenue, parce que ce n'est pas, après tout, ce ne sont pas des basketteurs ou des basketteuses qui continuent toujours pas à exercer leurs activités. Ils sont des professionnels, de divers corps de métier. Et donc, je pense qu'en cela va permettre aux jeunes de s'inspirer également de ce qu'ils vont faire. C'est vrai que ces vieilles gloires n'auront pas leur lucidité d'antan, mais je pense évidemment que le simple fait de jouer devant la jeune génération peut quand même les attirer, peut quand même leur donner, de l'espérance pour dire quand même que nous aussi, nous aurons l'occasion de faire cela. Je vais chuter peut-être en disant simplement que oui, c'est vrai, les gens font un constat assez réel en disant simplement que oui, le basket ne donne pas beaucoup plus d'engouement tel que cela se fait au niveau du football. Le football, aujourd'hui, vous savez que le public sportif ne se fait plus prier à aller au stade ou à s'abonner aux plus grandes chaînes sportives parce que le public connaît des vedettes. Aujourd'hui, si c'est qu'on a évidemment des vedettes également au niveau du basketball, le public ne sera plus plié à prendre d'assaut le stade municipal pour aller les voir. Déjà, le Tiaba 2019 au Togo, c'est une très bonne chose parce que malgré le manque d'infrastructures qu'a fait au Togo, on choisit quand même notre pays et je pense que c'est une très bonne chose pour ne pas peut-être reprendre ce Béninois qui disait après la défaite des Éperviers qu'il s'étonne, que les Béninois s'étonnent qu'il y ait mort d'homme. Je m'étonne aussi que les Togolais s'étonnent qu'il n'y ait pas autant d'engouement au basketball. Bien, merci Aristide Kouévidien, merci Prosper Agbouklou, Jacques Pekemsi, merci et Loma Dovon, merci pour la vidéo de cette émission. Pélagie Mekoum, merci, à très bientôt.